Hop là. Allez. Bonsoir à tous. Donc c'est l'oscillo numéro 4. C'est ça. Déjà 4. Ça commence à faire. Donc voilà. Bon, ce soir, ça va être un peu. On va parler de beaucoup de résultats. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont communiqué. Hein. Donc on va parler pas mal des résultats et des sociétés et tout. Donc je vais entendre encore un peu, voir s'il y a des gens qui viennent avec Twitter et trucs comme ça, parce que j'ai lancé un peu tard. Excusez-moi. J'essaierai d'être plus à l'heure la prochaine fois. Et puis n'hésitez pas à nous dire s'il y a des horaires qui vous conviennent plus que celui-là. Parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils préféraient 18h. Alors je sais pas, on peut changer des choses. Voilà, voilà. Alors on va attendre encore jusqu'à... Il est quelle heure là? Moi j'ai 17h33. C'est ça? Je vais attendre jusqu'à 35, histoire de lancer. N'hésitez pas si vous avez des questions, à préparer vos questions. Donc voilà. Hein. Puis n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez bien aimé le petit live sur Native 6. C'était intéressant à faire. Donc surtout, dites-moi. Parce que du coup, ça me donne envie d'en faire d'autres. Donc je vais quand même vous rappeler au début, conformément aux demandes en vigueur de l'AMF, il n'y a aucune recommandation ni d'achat ni de vente à voir à travers cette vidéo, enfin ce live. On fait que de parler de données factuelles. Voilà. Je ne tiens pas à conseiller les sociétés, on fait que parler de leur développement, de leurs avantages par rapport aux concurrents. Et si vous avez envie d'acheter une société ou de vendre une société, je vous conseille toujours de faire appel à un conseiller réglementé et agréé par l'AMF. Voilà. Donc nous sommes sur la semaine 4 de 2021. Donc la semaine 4 correspond donc à la semaine du 25 au 31 du coup. Donc voilà. Donc au niveau des ventes en Europe, bon c'est classique on va dire. Il n'y a pas de sortie de gros jeux. Donc c'est des ventes assez classiques avec Call of Duty et FIFA qui continuent à être assez forts. Avec GTA qui redescend un peu, mais c'est un back catalogue donc ça dépend beaucoup des promotions. Après vous avez aussi un peu comment s'appelle Mario Kart qui reste un peu stable et surtout vous avez la remontée de Ring Fit. Alors ça la remontée de Ring Fit c'est un vrai phénomène qu'on voit un peu partout dans le monde. On le voit même aux États-Unis et tout, même il rentre pas dans le top 5 aux États-Unis. C'est vraiment Nintendo a réussi à relancer Ring Fit. Bon, je pense qu'il y a un peu, voilà, il y a des gens qui veulent faire du sport, il y a les salles de sport qui sont fermées. Nintendo a remis un peu de publicité sur Ring Fit. C'est un très bon jeu. Alors, je pense que c'est un jeu au niveau sportif, c'est sûrement un des jeux les plus aboutis de Nintendo avec un vrai matériel intéressant, largement plus que ce qu'on avait sur Wii. Donc c'est vraiment voilà. Et ça prouve aussi la capacité qu'a Nintendo à créer des jeux au-delà de juste ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire les jeux pour les jeunes. Il y a vraiment toute une gamme de jeux, dont des jeux sportifs et tout, qui sont très intéressants. Voilà. Et qu'on trouve rarement ailleurs, ou du moins pas exploités comme Nintendo les exploite. On a aussi la sortie avec NPD du mois de janvier aux États-Unis. Donc là, vous avez toujours Call of Duty en tête. Vous avez Assassin's Creed Valhalla qui remonte, il prend une place. Vous avez Marvel Spider-Man qui remonte aussi. Vous avez des NHL qui remontent. Et vous avez Animal Crossing qui revient sur le classement. Alors, ce qui est une très très bonne nouvelle, c'est la très bonne tenue aux États-Unis après Noël des ventes d'Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'est une licence qui généralement tient pas excessivement longtemps dans le top 3. Et là, elle tient beaucoup plus longtemps que d'habitude. Alors, c'est dû aussi au fait que cette année, bon, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Déjà, vous aviez Far Cry qui était censé sortir à peu près dans ces eaux-là, qui est pas sorti et qui a été décalé. Vous avez Cyberpunk qui ça vraiment, voilà, c'est compliqué pour Cyberpunk, surtout sur le côté retail classique. C'est autant ils se vendent assez bien en ligne,
surtout sur PC, autant en retail classique, c'est vraiment des très très mauvais chiffres sur Cyberpunk qui remontent. Donc pour Ubisoft, c'est une très très bonne début d'année. Je pense qu'ils vont remonter sûrement leur guidance cette année parce que vraiment on obtient des très bons chiffres sur Assassin's Creed Valhalla. C'est dommage que sur Watch Dogs justement les chiffres soient pas aussi bons parce que vraiment s'ils avaient réussi Watch Dogs plus Valhalla, on aurait pu dire que c'était l'année d'Ubisoft et que vraiment c'était une bonne chose. Bon, après, vous avez Marvel Spider-Man. Alors ça, c'est le jeu phare de la nouvelle PS5. Donc ça pousse bien les, les ventes. Hein. Vraiment, c'est une très très bonne de très bonnes ventes. C'est pour un jeu qui est monoplateforme sur une PS5 qui effectivement a beaucoup de limitations au niveau de ses ventes par le fait que la production ne suive pas la demande. On aurait pu s'attendre à beaucoup moins bien sur Marvel Spider-Man. Ça prouve que beaucoup de possesseurs, parce qu'il existe aussi sur PS4 en rétrocompatibilité, mais ça prouve que sur PS5 et sur PS4, les utilisateurs des deux consoles ont vraiment plébiscité ce jeu. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle pour Square Enix, qui avait un peu mal débuté les premières ventes, mais qui semble un peu se rattraper avec le temps. Bon, après, vous avez NBA, alors ça c'est toujours pareil, hein. Pardon, pas NBA, mais NHL. Bon, bah là, c'est des jeux de sport classiques, hein, on en avait déjà parlé. Et Animal Crossing qui revient dans le top. Alors ça, c'est parce qu'en janvier, voilà, vous avez un peu plus de promotion. Il est vrai qu'il y a eu un peu de réassort de packs collector Animal Crossing aussi aux États-Unis, qui ont permis à mon avis de booster un peu les ventes en physique. Et il y a eu des belles promotions aussi sur le store US pour télécharger Animal Crossing, qui ont permis à mon avis de bien booster aussi la vente du jeu. Voilà. Donc on va continuer. Alors maintenant on va parler au niveau des consoles. Donc au niveau des consoles, là ce qu'on voit c'est le lancement des consoles. Hein. Donc c'est par rapport à la date de lancement. Hein. Donc là on est sur l'oscillo console. Alors ce qu'on voit très bien, c'est que le lancement de la Switch et le lancement de la Switch et le lancement de la série, de la Xbox série, c'est à peu près les mêmes. Il y a à peu près les mêmes courbes. Il y a eu beaucoup de contraintes aussi au lancement de la Switch, hein, beaucoup plus que ce qu'on le croit. Et il y a eu un lancement un peu décalé aussi, donc il fausse un peu parce que Microsoft a fait un lancement international là où Nintendo avait un peu décalé le lancement. Donc ça prouve que Microsoft est toujours un peu en retard par rapport aux deux autres. Ce qu'on voit, c'est que par contre Sony, malgré le fait qu'il a un manque de stock, il a très très bien lancé sa console. Il a pas raté son lancement au niveau vraiment des métriques pures. Après, c'est vrai qu'ils auraient pu réussir un bien meilleur lancement et on s'attendait à ce qu'ils réussissent un bien meilleur lancement parce que c'est vrai que c'était depuis très longtemps une console qu'on attendait et il y avait un pool de demandes qui était important et c'est triste d'avoir raté un lancement pareil. Voilà. Mais ça montre aussi que, bon, malgré un lancement qu'on peut qualifier plus ou moins de raté chez les deux grands, c'est-à-dire chez Microsoft et chez Sony, pour des gestions de stock et tout, ils ont quand même réussi à faire quelque chose qui équivaut à ce que Nintendo a fait dans un moment de marché qui était différent, c'est-à-dire quand Nintendo a lancé la Switch, il n'y avait pas de coronavirus, il n'y avait pas de contraintes logistiques pareil. Donc ça prouve que sur le marché des consoles, c'est pas si facile que ça de lancer une console. Donc c'est une vraie barrière à l'entrée. C'est-à-dire vous n'allez pas, même si Amazon ou Google ou Apple arrivent demain, ils vont pas être capables de lancer une console comme ça et de faire face au marché parce qu'en fait le problème que vous avez quand vous lancez une console, c'est que généralement vous êtes sur une phase de R&D qui est assez longue. Vous arrivez au produit final, vous faites des petits ajustements, mais il faut vraiment que vous alliez vite en usine. Et en usine, ils n'ont pas forcément les capacités du moment où vous avez votre dernière, entre guillemets, production pré-série, d'arriver tout de suite à la série et d'être bon. Donc vous avez généralement beaucoup de limites dans les ventes au tout début. Voilà. Et pour nous, c'est aussi une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que quand on achète un créateur de console,
on achète un marché où on peut pas dire qu'on est quasi sûr qu'il y aura personne qui viendra dessus, mais on peut savoir que un acteur qui vient dessus, c'est un acteur qui a une certaine taille et une certaine compétence, ou c'est un acteur qui vient avec une rupture technologique. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de rupture technologique ou s'il n'y a pas une certaine taille, l'acteur en question, il survivra pas sur le marché des consoles. Donc après, on va faire le même diagramme du coup au niveau du lancement des consoles, mais on va voir par pays. Hein. Donc là, nous sommes aux US. Donc ce qu'on voit, c'est que la Switch s'est moins vendue au tout début aux US que la Xbox. Ce qui est normal parce que Xbox a toujours un peu mieux vendu chez lui. Car Microsoft vend mieux aux États-Unis qu'ailleurs. Par contre, ce qu'on voit, c'est que cette année, le lancement de la PS5, il est meilleur que le lancement de la Xbox Series. C'est une volonté de Sony qui a mis beaucoup de qui a mis beaucoup de moyens aux États-Unis cette année, qui a mis beaucoup de consoles, quitte à en manquer un peu ailleurs. Et donc ça leur a permis d'inverser un peu la tendance au niveau de la part de marché. Là où souvent Microsoft était un peu en avance. Après, ça dépend des générations, mais en tout cas sur le lancement, souvent Microsoft était un peu en avance aux États-Unis par rapport à Sony. Ça s'est inversé. Mais bon, c'est encore le début, donc faudra voir. Ce qu'on voit aussi, c'est que les courbes sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire, vous avez une différence de part de marché, mais vous n'avez pas de rattrapage. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Bon, après, on va continuer. Donc là, c'est en Europe. En Europe, c'est toujours pareil, vous avez la même chose. Hein. Vous avez PlayStation qui est bien en avance. Ce qu'on voit, c'est que aussi Microsoft avait un peu moins bien lancé que la Switch, puis elle s'est rattrapée. Alors ça s'explique, selon mes informations, hein, ça s'explique vraiment par les containers. C'est-à-dire en fait, il y avait des stocks qui étaient censés arriver en Europe au lancement. Il y avait des petits problèmes de containers, donc il y a des stocks qui sont arrivés quelques semaines plus tard. Et en fait, ils se sont retrouvés dans le moment du lancement de Noël, en fait. Et il y a eu un peu de stock à vendre. Et ce qui a permis à Microsoft d'avoir une courbe un peu plus pentue vers la 7e semaine. Et après, forcément, ça s'est résorbé. Et vous avez toujours un problème du coup de production, qui est un problème vraiment critique pour les deux. Hein. Et là, comparativement, on va dire que la Switch avait des problèmes de production, mais c'était purement dû à Nintendo. Là, faut savoir que il y a une conjonction de facteurs. Il y a le Covid et il y a le fait aussi qu'il manque énormément de puces sur le marché. Et du coup, même si les usines étaient prêtes à construire des nouvelles consoles, il manque des puces à certains constructeurs. Et ça, vous pouvez pas faire sans puces. Et du coup, vous avez un prix. Et comme une console, généralement, ça se vend assez peu cher comparativement à son prix de production. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. On marche pas sur une console, mais on marche sur les services à côté. Voilà, vous pouvez pas vous permettre de monter beaucoup le prix des processeurs que vous allez mettre dans vos consoles. Et du coup, vous êtes obligé d'attendre. Après, on a aussi au Japon. Alors, au Japon, voilà, c'est catastrophique pour Microsoft. Ça vous montre bien l'importance. On va continuer là-dessus, mais ça vous montre bien l'importance, c'est que voilà, la PlayStation 4, enfin la PlayStation 5 a complètement raté son lancement au Japon. Et pourquoi ça? Parce que Sony a décidé que mettre du stock aux États-Unis était plus intéressant qu'en mettre au Japon, parce que Microsoft allait pas prendre de part de marché, même s'ils désinvestissaient un peu et qu'ils attendaient. Parce que la théorie de Sony, c'était que les possesseurs de consoles Sony au Japon, ils attendraient que la console arrive en stock pour en acheter, et qu'ils achèteraient pas des consoles Microsoft à la place. Et il se trouve qu'ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Nintendo avait fait le pari inverse, et ils avaient beaucoup joué sur le lancement au Japon, qui s'était très bien placé, vous le voyez d'ailleurs, hein, là où Nintendo vendait un peu moins bien que Sony dans tous les pays. Là, elle vend beaucoup mieux au Japon sur le lancement. Ça, c'est vraiment une volonté stratégique. Et ça prouve que la stratégie qu'on pouvait penser un peu risquée de Sony, c'est-à-dire de désinvestir un peu au niveau des consoles certains marchés, Microsoft n'est pas capable d'en profiter. Ça vous montre aussi qu'il y a vraiment dans certains pays des barrières fortes et une envie de consommation qui est liée à certaines marques et pas à d'autres.
Et je pense qu'on peut dire qu'au Japon, malgré tous les efforts de Microsoft, qui a fait vraiment beaucoup d'efforts ces dernières années, sa console ne prend pas et je ne suis pas sûr que sa console prendra. Et en plus, c'est vraiment dommage pour Microsoft parce que Microsoft avait sorti le Game Pass au Japon qui avait très bien marché sur PC et ça prouve que même s'ils ont réussi à convertir des utilisateurs PC Game Pass des utilisateurs PC au Game Pass de Microsoft, ils n'ont pas réussi après à convertir ces utilisateurs Game Pass à la console de Microsoft. Ça montre bien que malgré le fait qu'on vous amène dans un écosystème, vous avez pas envie de prendre forcément tout l'écosystème avec vous. Et ça, c'est une très très mauvaise nouvelle pour Microsoft. Vous avez un peu le même type de problème en Corée. Et là où c'est intéressant, c'est que la Chine, c'est un pays qui s'ouvre, qui est tout nouveau, et c'est là où vous se combattent les gens, et c'est là où il faudra bien regarder quel est l'acteur qui va être vu par les Chinois comme l'acteur vraiment classique le plus important, et quel est celui qui va mettre de la part de marché, qui va avoir la meilleure part de marché, et est-ce qu'il va être capable de faire comme Sony au Japon, écraser la concurrence. Est-ce que justement ce côté très fort de la marque au Japon va peser pour Sony en Chine et tout, c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que la Chine, malgré le fait que les consoles soient présentes depuis un certain nombre de temps, vraiment c'était un marché qui était sous-développé et qui commence à rattraper fortement et du coup c'est très intéressant à suivre. Donc on va parler de la courbe d'expérience. Donc là, voilà, toutes ces courbes des consoles, ça vous montre une chose, ça vous montre l'importance de la courbe d'expérience. C'est-à-dire que vous avez beau être un géant, vous avez beau vous appeler Microsoft, vous avez beau vous appeler Sony, vous avez beau vous appeler Nintendo, c'est difficile de faire un lancement console réussi, où vous donnez ce que tout le monde veut. Alors déjà, pourquoi ? Parce que c'est déjà difficile de prédire combien de personnes veulent tel ou tel produit. Ça, c'est très compliqué. C'est encore plus compliqué sur les consoles, parce que comme vous margez peu, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si vous avez du stock en plus, son prix, il va finir par baisser avec le temps, et vous faites full de la perte. Beaucoup de pertes même. A contrario, si vous produisez pas assez, vous allez attaquer votre image de marque et les gens vont mal le prendre. Donc c'est vraiment un truc où il faut un équilibre très fin et tout le monde n'arrive pas à ça. Et pourquoi il y a une courbe d'expérience ? Parce qu'en fait, les consoles sont irrentables au début. C'est-à-dire quand vous êtes en haut, le niveau de coût des consoles et le niveau pour apporter les consoles, pour savoir ce que veulent les clients et tout, vous êtes au plus haut. Et petit à petit, plus vous allez produire, plus vous allez descendre dans le coût et plus les consoles vont devenir rentables. Donc en fait, il faut bien vous dire que quand vous faites un lancement, vous faites souvent un lancement à perte dans l'univers des consoles. Plus le temps passe, plus vous devenez rentable. C'est-à-dire que par exemple, chez Nintendo, qui est souvent rentable sur ses consoles au lancement, la rentabilité moyenne a tendance à s'améliorer de plusieurs points par année où la console est sortie. Et ça, c'est un truc à savoir parce que ça vous montre que si les consoles tendent à se vendre correctement dans le temps et pas juste au lancement, ça peut rapporter beaucoup d'argent aux producteurs de la console. Ça prouve aussi que cette année, par exemple, Nintendo, qui a fait énormément de ventes cette année, beaucoup plus que les années précédentes, ça va booster. Je peux apprendre à mieux vous comprendre si je... Pardon, j'ai cliqué là où il fallait pas. Ça vous montre que Nintendo va avoir de la marge en plus de ces jeux apportés par ces consoles. Et donc ça vous montre qu'il faut toujours être capable d'en vendre dans le temps et que voilà, cette courbe d'expérience, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. C'est pas parce que vous vendez beaucoup de consoles en début de vie que vous allez faire beaucoup de rentabilité. Vous allez faire beaucoup de chiffres d'affaires, mais pas beaucoup de rentabilité. Pire, vous allez peut-être même faire de la perte. C'est ce qui arrive à Sony et à Microsoft en ce moment. Voilà. Et en gros, le problème que vous avez en ce moment, c'est quoi ? C'est que comme du coup, vous êtes contraint au niveau des processeurs, votre courbe d'expérience, c'est les contraintes. C'est-à-dire vous ne pouvez pas produire, vous ne pouvez pas envoyer, et donc vous avez tendance à avoir une courbe qui va être beaucoup moins pentue, en fait, qui va être limitée. Et ça, c'est compliqué parce que ça ne se rattrape pas forcément dans le temps. Et c'est une très mauvaise chose pour Sony et pour Microsoft. Ce que vous avez déjà beaucoup moins chez Nintendo, parce que comme la courbe est déjà plus avancée, en fait, ils ont déjà produit beaucoup d'unités, ils ont déjà fait beaucoup d'améliorations dans les usines, et donc ils sont arrivés. Or là, en fait, le problème qu'il y a chez Sony et chez Microsoft, c'est que les améliorations dans les usines, en fait, elles arrivent beaucoup moins vite
Donc les consoles vont descendre de coût un peu moins vite. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à saturer la ligne de production, donc vous faites pas face à certains problèmes ou à certains avantages. Et ça, vous l'aurez que bien plus tard quand le problème des semi-conducteurs sera résorbé, que le problème des cargaisons sera résorbé et tout ça. Voilà. Donc après, on a les ventes annuelles. Alors ça, c'est les ventes annuelles en Europe. On avait déjà fait celles des États-Unis qui étaient sorties plus tôt. Donc ce que vous voyez, c'est qu'en vente annuelle, toujours la même chose. Hein. FIFA est le numéro 1. Donc ça vous montre bien l'importance du sport. Et le fait que même si vous vendez entre guillemets un jeu que dans une zone géographique, vous êtes capable de gagner beaucoup d'argent avec un jeu de sport dont les gens sont fans. Surtout qu'en plus, comme je vous l'ai déjà expliqué, sur FIFA, il y a beaucoup d'upsell. Donc vous avez beaucoup de selling in-game, donc de choses que les gens vont acheter pour pouvoir avoir des meilleures équipes. Voilà, quand vous voulez jouer en multijoueur avec des joueurs, avec d'autres personnes, vous êtes obligé entre guillemets d'acheter des joueurs. Donc vous payez une monnaie virtuelle qui vous permet de faire des tirages de cartes. Et sur chaque carte, vous avez un joueur. Et ça vous permet de créer une équipe. Et vous essayez de créer la meilleure équipe. Et du coup, ça permet à EA de vendre, en plus du prix du jeu, des choses dans le jeu qui font que le coût, le revenu par utilisateur augmente énormément. Vous avez Grand Theft Auto. Donc là, c'est toujours pareil, c'est un back catalogue. C'est extrêmement impressionnant que GTA V, qui est très vieux comme jeu, ait réussi à se maintenir et même à être deuxième. Vous avez, c'est d'autant plus impressionnant qu'il bat Animal Crossing, qui a fait d'excellentes ventes cette année et un excellent lancement. Donc ça vous montre vraiment que le back catalogue de Take-Two, avec ces deux jeux phares qui sont Grand Theft Auto et Red Dead Redemption, vraiment c'est un back catalogue extrêmement puissant. Je pense que dans le jeu vidéo on peut dire qu'il n'y a personne d'autre que Take-Two qui a un back catalogue aussi puissant qui lui permet, après des années et des années de sortie d'un jeu, que ce jeu-là soit toujours dans le top. Tous les autres, ils ont des back catalogues puissants, mais généralement un peu moins puissants. Et sinon, les autres qui sont souvent dans le top, c'est que vous allez retomber sur EA avec FIFA. Donc chaque année, vous avez un nouveau FIFA. Ou vous allez retrouver sur Activision, où chaque année, vous avez un nouveau Call of Duty. Donc c'est un peu différent. Ce qui est... voilà. Donc après, vous avez FIFA 20, donc la version précédente. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour EA. Mais il y a eu un peu de retard aussi à FIFA, donc c'est pour ça que ça s'est aussi bien vendu. Vous avez Call of Duty, vous avez Mario Kart, The Last of Us 2, donc ça c'est un exclusif de Sony qui s'est assez bien vendu. Assassin's Creed Valhalla. Alors on peut dire que c'est un peu une déception qu'il soit pas devant The Last of Us, qui était une exclusivité, dans le sens où Assassin's Creed Valhalla ne l'est pas, mais c'est pas un mauvais score. Et après vous avez la version précédente de Call of Duty. Bon ça c'est pas mal non plus. Et voilà. Et vous avez Red Dead Redemption qui est un back catalogue. Voilà. Un back catalogue. On en a déjà parlé. Donc ce qu'il y a, voilà, justement comme je vous en parlais, dans le lancement des consoles, Sony a annoncé qu'ils allaient se lancer en Chine assez rapidement, donc au Q2 de cette année. Donc ça c'est un truc à surveiller. Pourquoi ? Parce que déjà, alors que vous avez des compressions au niveau de la logistique, si vous livrez entre guillemets et que vous produisez dans le même pays, c'est déjà un peu plus simple. Donc ça peut simplifier un peu la distribution, c'est très minime, je pense pas que ce soit un facteur clé, mais surtout c'est vraiment un territoire clé pour 2021 et pour les nouvelles consoles. Celui qui va être capable de prendre de la part de marché sur l'autre, peut-être qu'il va avoir un véritable avantage dans le temps. Et la Chine, c'est vraiment un pays où vous avez un marché du jeu vidéo qui est colossal et vous avez une part du jeu vidéo console qui est vraiment très limitée et où tout le monde s'accorde à dire, même les géants comme Tencent et tout, qui ont créé des joint ventures avec Sony et avec Microsoft, que vraiment il y a une potentialité, il y a un potentiel sur le marché console chinois qui est extrêmement important et qui est assez tout début. C'est un marché aussi qui est très piraté encore, le marché chinois. Pourquoi ? Parce que vous avez d'énormes limites au niveau de la production des jeux, c'est-à-dire vous ne pouvez pas éditer les jeux comme vous voulez, vous êtes obligé de passer par une instance qui vérifie que le jeu corresponde aux besoins du parti communiste chinois et tout. Mais de plus en plus, la Chine impose des restrictions aux jeux venus d'ailleurs, elle impose des restrictions aux éditeurs qui vendent en Chine mais qui ne sont pas passés par ces fourches codines, et elle met
énormément de restrictions aussi au niveau du piratage. Là où avant vous pouviez trouver assez facilement des jeux piratés, maintenant c'est devenu beaucoup plus difficile, encore plus avec le Covid, parce que le gouvernement chinois, il juge qu'il faut jouer aux jeux qui sont autorisés par le gouvernement chinois et pas les autres. Là où avant c'était un peu... voilà, on laissait un peu faire un marché parallèle du jeu vidéo qui était piraté. Là, depuis quelques mois, ça devient beaucoup plus structuré. Le gouvernement chinois commence à s'y intéresser de très près. Et je pense qu'on peut assister dans quelques années à l'émergence du marché console chinois. Et c'est vraiment un marché qu'il faut suivre parce que ça pourrait donner une longueur d'avance, soit assurer à Sony une vraie longueur d'avance comparativement à Microsoft, soit assurer à Microsoft un moyen de rattraper Sony. C'est-à-dire même si Microsoft au lancement cette année a rattrapé un peu de la part de marché qu'il avait perdu sur la console précédente par rapport à Sony, il est vrai que Sony est toujours devant, donc il serait intéressant de suivre ça de très près pour voir un peu. Sony va se lancer un peu plus vite que Microsoft sur ce marché, à voir si ça a une vraie importance d'être le premier ou si l'important c'est d'y aller avec des jeux ou d'y aller avec un stock suffisant. Je sais pas encore, on surveillera. Voilà, voilà. Donc on va continuer. Hein. Continuons. Donc après, bon, on a les news Ubisoft. Alors si Ubisoft, c'est du très très bon. Ça a un peu baissé. Alors pourquoi ça a un peu baissé? Parce que déjà, il faut bien se situer qu'Ubisoft, c'est un titre qui a beaucoup monté. C'est un titre qui était il y a une dizaine d'années à 3 euros. Un peu, enfin, qui a fait un plus bas à 3 euros. Et maintenant, c'est un titre qui en vaut entre 70 et 80. Donc c'est vraiment un titre qui a bien performé. Surtout l'année dernière, il a bien performé. Donc du coup, il a un peu assuré le coup. Puis il y a eu des mauvaises news aussi qui étaient pas attendues par le marché. Donc voilà, quand vous avez un titre qui est très fortement valorisé, dès qu'il y a une mauvaise news, généralement la sanction est très agressive. C'est pas tant un problème que ça parce que ça veut dire que si vous l'avez acheté il y a longtemps, vous avez fait beaucoup de plus-value. Donc entre guillemets, s'il y a un peu de volatilité sur un titre comme ça, où vous avez fait 50-70% et où vous perdez 10% dans une journée, bon bah c'est dommage mais c'est pas très grave. On préfère avoir un titre un peu évalué cher où la moindre news négative sera très mal vue par le marché qu'un titre pas cher où il faut à chaque fois, même avec une news négative, ça fait pas forcément baisser le titre et tout. Voilà, c'est mieux comme entreprise à détenir dans le long terme celles qui sont pénalisées par les mauvaises news comme ça très agressivement que les autres. Donc chez Ubisoft, vous avez la même chose que chez les autres. Vous avez un très très bon back catalogue. Surtout, vous avez une tenue du back catalogue cette année sur les jeux qu'on dit les RTS, alors les Real Time, les jeux en temps réel. Donc ça, c'est tous les jeux de stratégie en temps réel, donc les StarCraft, les trucs comme ça et tout. Bon, bah chez Ubisoft, ils ont tout un univers de RTS et de jeux de simulation autour d'Anno, autour de The Settlers et tout ça, qui a très très bien marché cette année. Vraiment très bien marché et surtout c'est un univers où ils commencent à mettre de plus en plus de monétisation nouvelle, donc avec des aspects, des éléments graphiques à acheter, des packs d'extension et tout, qui vraiment permettent à Ubisoft d'augmenter beaucoup le panier client de ces gens-là et surtout c'est très intéressant pour Ubisoft parce que dans cette niche de marché il n'y a pas tant de monde que ça, il n'y a pas tant de jeux que ça. Les jeux ont un côté très unique. C'est-à-dire ça, hein, quelqu'un qui joue à Anno ne va pas forcément jouer à Civilization et ne va pas forcément jouer à Tropico. Donc vous avez des joueurs très fidèles qui ont des capacités à dépenser énormément dans le jeu. Et ça, pour un éditeur, là où avant on pouvait entre guillemets le monétiser qu'en one shot en lui vendant le jeu et puis c'était tout. Maintenant vraiment on peut mettre des abonnements, ce genre de choses. Des add-ons, des nouvelles missions à acheter, ce genre de choses. Et il y a beaucoup de choses qui se passent et Ubisoft en tire un grand profit. Là aussi où vous avez un grand profit, c'est sur le côté multijoueur, c'est-à-dire que là où Ubisoft était très en retard, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de MMO vraiment performant comme a eu un temps EA ou comme a eu pendant longtemps et a encore d'ailleurs Activision avec World of Warcraft. Chez Ubisoft, il n'y a jamais eu de jeu multijoueur vraiment massif
Et là, depuis quelques années, avec Rainbow Six Siege, il s'installe de plus en plus dans l'univers du multijoueur et il commence à atteindre une taille, 70 millions de joueurs sur cette année. Donc il commence à vraiment pouvoir avoir un revenu de ça. Et ça, c'était vraiment une corde qui leur manquait, un jeu multijoueur. Et vraiment, c'est une très bonne nouvelle de cette année. En plus, c'est des très bonnes métriques de comment ça s'appelle, de dépenses par joueur que vous avez sur Rainbow Six. Et surtout, ça leur permet de mettre un pied dans l'e-sport. Et dans la continuité, ils ont annoncé qu'ils allaient mettre un cash prize de 1 million de dollars sur leur jeu de combat qui s'appelle Brawlhalla. Et là, encore une fois, c'est un très bon call. Parce que là où, par exemple, des entreprises comme Nintendo met assez peu de cash sur Super Smash Bros, qui est un jeu qu'on va dire à peu près équivalent, même si, attention, c'est pas du tout le même type de jeu, mais c'est un jeu de combat aussi. Ben, ça permet à ça permet à Ubisoft de s'installer dans l'univers du jeu de combat, d'attirer les joueurs, et vraiment, ça devient intéressant parce que s'ils arrivent à créer tout un pôle e-sport et tout un pôle multijoueur avec ces jeux comme Brawlhalla et comme Rainbow Six Siege, ils peuvent créer quelque chose qui va les découpler un peu du lancement d'Assassin's Creed qui était vraiment le truc qu'on attendait. Et du coup, le problème, comme c'est pas une licence qui est annualisée, bah en fait, vous aviez un cycle en dents de scie, et en fait, si vous amenez un peu plus de multijoueurs, vous allez lisser un peu plus ce cycle, et c'est très intéressant pour Ubisoft de faire ça. Après, dans les mauvaises nouvelles, bah, qui ont été assez importantes, c'est que vous avez eu le décalage de comment ça s'appelle, de Prince of Persia, qui était un jeu qui était très attendu parce que c'est une très vieille licence de chez Ubisoft qui est pas utilisée depuis longtemps. Et en fait, les marchés, ils aiment beaucoup quand on fait revivre des licences comme ça parce que ça prouve que la licence a toujours de la valeur et qu'elle a toujours une importance. Alors ça a été très très mal vu du marché, surtout que c'était attendu par beaucoup de joueurs, que c'était une licence sur laquelle on comptait pour créer encore un booster en plus à l'entreprise et quelque chose qui puisse être renouvelé assez fréquemment. Et ça, ce décalage, il était très mal vu. Ça a été un peu, on peut dire que ça a été un peu compensé par aussi la bonne tenue des ventes d'Immortal Phoenix Rising, qui est un nouveau jeu et une nouvelle licence, mais il y a peu de chances que ça devienne une licence vraiment triple A de très long terme chez Ubisoft. C'est à voir, mais c'est un bon jeu, mais qui restera à mon avis limité. Vous avez autre chose aussi qui a été très commenté cette année, si vous avez des soucis de harcèlement chez Ubisoft, et pour certains gestionnaires ISR, ils n'ont pas assez adressé le problème, et ils n'ont pas assez communiqué sur le problème, et dans le conf call post-résultat, c'est vrai qu'il y a eu il y a des retours de certains analystes comme quoi il y a toujours des problèmes, et il n'y a pas eu le travail nécessaire de la part de l'entreprise. Alors ça, c'est toujours un peu compliqué parce que vous savez jamais vraiment si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est pas simple. Dans le jeu vidéo, il y a toujours eu des problèmes. C'est-à-dire ces problèmes de harcèlement, vous l'avez aussi chez Amazon. C'est un énorme problème chez Amazon aussi. Donc c'est vraiment un univers qui était très masculin, qui se féminise petit à petit. Et pour certaines vieilles entreprises, c'est vraiment ça. Ils ont mal fait leur changement et ils sont touchés par ça. Donc voilà, il faudra bien suivre ça parce que ça, effectivement, dans un monde où l'ISR est de plus en plus important et où les gestionnaires d'actifs font de plus en plus attention, ça peut être un gros point noir de long terme pour Ubisoft. Voilà. Donc après, on va passer à Nexon. Alors Nexon, c'est un éditeur japonais qui est coté en Corée. Et c'est un éditeur qui est très très vieux. Son premier jeu, Maple Story, enfin son premier jeu non, mais un de ses jeux phares, Maple Story, c'est un MMO qui est sorti en 2003. Donc c'est vous dire, ça commence à remonter. Hein. Ça fait 18 ans maintenant. Un peu moins, 17 ans et demi, si on prend la date vraiment précise du lancement. Donc ça fait 17 ans et demi que le jeu est sorti. C'est une société qui était un peu en faiblesse et qui depuis quelques trimestres montre une très très forte croissance et qui est très intéressante. Moi je l'ai un peu suivi et vraiment vous avez la même chose que chez Gravity. Alors je sais pas si certains connaissent Gravity. Gravity c'est l'éditeur de Ragnarok. Et Ragnarok c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui en 2010 et tout. Puis après il a eu une longue période de décrue et là d'un seul coup ils sont montés et ça a permis au stock de Gravity de monter. Et bah chez Nexon vous avez la même chose. Maple Story est en train de repartir de manière considérable.
boosté par le Covid. Et vous le voyez, j'ai mis le graphe. C'est les revenus de Maple Story en Corée et dans le monde. Et vous avez des pays où vraiment les revenus explosent. Et vous avez une capacité à monétiser Maple Story qui s'est vraiment accrue. Et vous avez un nombre de joueurs sur Maple Story qui s'est accru aussi. Et ça prouve aussi quelque chose, c'est que dans les MMO, vous avez un recyclage, entre guillemets. C'est-à-dire les IP qu'on croyait mortes, parfois elles sont capables de revivre comme ça, parce que les gens, ils n'ont pas forcément envie de rester 10 ans sur un jeu. Ils restent 5 ans sur un jeu, puis ils vont sur un autre jeu, puis ils reviennent sur leur jeu d'avant, et du coup comme ça vous avez des acteurs un peu oubliés, avec des vieux jeux qui peuvent être intéressants dans une optique de retournement. Faut les sourcer, faut bien les suivre, et vous avez des choses qui sont très très intéressantes. Par exemple, en France, vous avez une société qui s'appelle Ankama et qui édite le jeu qui s'appelle Dofus. Bon, bah là, c'est la même chose. C'est un jeu qui était sur un trend un peu descendant. Et là, avec le Covid et tout, ils ont regagné beaucoup de joueurs et ils sont repartis de plus belle. Et bah, vous avez beaucoup de jeux beaucoup d'opérateurs chez qui ça fait ça. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment des métriques à regarder et à surveiller. Voilà. Donc, ce que vous voyez aussi, c'est qu'on va continuer sur Nexon. Hein. Donc, vous voyez aussi la diversité des revenus. C'est beaucoup plus divers qu'avant. C'est-à-dire qu'en fait, là où l'entreprise était très très dépendante du PC et où il n'y avait pas de croissance ou peu de croissance sur le PC, il y a eu un retour de la croissance cette année avec le Covid. Mais surtout, vous avez une croissance du mobile et vous avez de plus en plus de jeux qui sont jouables et sur PC et sur mobile en multijoueur, et vous avez une capacité de jouer sur les deux supports ou de recycler un ancien MMO sur un support mobile parce que voilà, il était moins lourd, et du coup vous avez une nouvelle catégorie de joueurs plus casual qui vient, mais plus nombreuse, et ça vous permet d'avoir des nouveaux revenus. Et ce que vous voyez chez Nexon, c'est quand même que le pool de produits, il est entièrement bien diversifié. Là où en 2018, vous aviez des produits vraiment soit qui étaient assez faibles et vous aviez des produits qui étaient très forts, là, en 2020, vous avez un camembert plutôt équilibré où tous les produits font à peu près la même taille. Et ça vous montre que si vous savez identifier quel produit va faire quelle croissance, quel produit va faire quelle décroissance, vous pouvez très bien modéliser les revenus de Nexon dans le temps. Et du coup, vous avez des avantages pour modéliser le cours de bourse qui est assez fort. Donc voilà. Et après, on va parler aussi d'un nouveau segment. Alors ça, c'est un segment assez nouveau, c'est les jeux de plateau qui passent au digital. Alors ça, c'est un truc que je suis depuis assez, on va dire, 2 ans, mais il n'y avait aucun acteur coté, il n'y a toujours aucun acteur coté pour jouer ce segment, mais c'est un segment à bien identifier. C'est-à-dire en fait les jeux de plateau classiques ont tendance à se digitaliser. Et Asmodée, qui est le leader mondial des jeux de plateau et qui est une entreprise française, vient d'acquérir le plus gros site de jeux de plateau en ligne qui s'appelle Board Game Arena et qui vous permet en fait, c'est un secteur, c'est ce qu'on appelle les tabletop, et ça permet de jouer à des jeux de plateau en ligne avec les gens sans avoir forcément le jeu en physique. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez jouer avec l'autre bout du monde, à la bonne paye, au Monopoly et tout, et vous n'avez pas besoin d'avoir le jeu avec vous. Et ça, c'est une nouveauté, et vous avez de plus en plus de sites où vous avez cet environnement-là qui est mis qui permet aux gens de jouer en commun. Et surtout, vous avez 2 choses qui sont importantes à savoir dans ce segment, c'est que vous avez beaucoup d'innovations et beaucoup de manières de faire. Donc vous avez des acteurs comme le petit jeu qui s'appelle Plateau, qui est un jeu en ligne avec les copains où vous faites un genre de Pictionary, ce genre de choses. Vous avez des jeux beaucoup plus diversifiés et tout, comme Board Game Arena, où vous avez vraiment des jeux classiques de plateau, vous en avez beaucoup. Vous avez plein de choses, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, Facebook a dit s'intéresser aux jeux de plateau. Donc ça, c'est un truc intéressant parce qu'il est possible que pour les gros acteurs de la Silicon Valley, ça soit un domaine très intéressant pour ajouter des surcouches dans des applications sociales. Comme c'est des jeux où l'aspect social est très important, ou auxquels vous allez jouer avec vos copains, c'est vrai que c'est des jeux qui auraient des très bonnes intégrations dans Facebook, dans Messenger et tout ça. Et donc ça, c'est un truc à suivre parce qu'effectivement, c'est vraiment un domaine dans lequel pendant longtemps le marché était pas digitalisé. C'est un marché qui est très très gros, le marché des jeux de plateau.
Et là, vous commencez à avoir une digitalisation avec du flux, c'est-à-dire vous avez plusieurs millions de personnes qui jouent sur Board Game Arena, donc vous commencez vraiment à avoir du monde, et ça, c'est vraiment, vraiment un truc à suivre, d'autant plus que vous avez beaucoup d'acteurs qui commencent à s'y mettre. Donc, par exemple, l'année dernière, vous avez des acteurs comme Riot Games qui ont commencé à s'y intéresser, à éditer des jeux de plateau, voilà, et enfin pas à éditer, mais à développer des jeux de plateau pour téléphone et pour PC. Et vous avez plein d'acteurs. Vous avez aussi Niantic qui a racheté Sensible Object qui fait aussi des tabletop et des jeux de plateau. Et vous avez beaucoup de choses comme ça. Et donc ça, c'est un secteur vraiment à surveiller parce que dans les cotations, surtout aux US, vous commencez à avoir des gens qui s'intéressent au tabletop. Et ça peut être un secteur très intéressant d'investissement où il n'y a pas encore de vrais leaders. Vous avez un leader dans le côté voilà, Asmodée est un vrai leader dans le côté jeu en physique. Après, avec Board Game Arena, ils prennent une avance sur les autres, mais c'est pas encore dit qu'ils deviennent grands leaders. Et surtout, c'est bien à suivre parce qu'Asmodée pourrait se coter en bourse. C'est un acteur. Voilà, il y a eu beaucoup de rumeurs sur sa cotation à un moment, c'est un peu disparu, c'est un peu revenu, c'est détenu par un private equity, mais il se pourrait que ça arriverait. Il y a des gens, il y a des rumeurs un peu sur des SPAC qui auraient approché Asmodée. Il paraît qu'il n'y aurait pas eu de réponse d'Asmodée, mais c'est à voir avec le temps, parce que effectivement, ça pourrait être une très très bonne valeur à mettre en portefeuille à terme, et je vous encourage à vraiment surveiller le secteur. Et ben voilà. On a fini pour cette semaine, hein. Il n'y avait pas de grandes nouvelles, on va dire. Après, il y a beaucoup d'acteurs qui ont publié, on pourra citer d'autres. Mais tous les acteurs ont quasiment tous revu à la hausse soit leur rentabilité, soit leur chiffre d'affaires. Donc ça vous montre bien que c'est toujours un secteur en croissance forte, hein. Le jeu vidéo, c'est vraiment un méga trend, comme on pourrait, voilà, c'est la définition du méga trend. Donc voilà, après il y a de plus en plus il y a quelques studios qui vont publier bientôt, qu'on va suivre. Et après, il faudra bien vérifier aussi cette année au niveau des SPAC. Vous commencez à avoir pas mal de SPAC dans l'univers du gaming. Vous avez par exemple MGM qui va faire entrer à travers une SPAC une entreprise qui s'appelle Play Studio, qui est un peu un mix entre des jeux de casino et des jeux mobiles. C'est et aussi ils font pas mal aussi de jeux entre guillemets pour les services clients et pour favoriser la rétention client. Donc des jeux gamifier le parcours client, gamifier le fait les rewards des clients, ce genre de choses. Donc ça c'est une SPAC qui peut être à surveiller. C'est un peu cher, moi je trouve, mais voilà, vous avez de plus en plus de choses et il faut le surveiller. Voilà, voilà. Donc maintenant on va passer à vos questions, s'il y a des questions, hein. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde le chat. Tout. Oh, on voit les mêmes que d'habitude. Le gang des... Le gang de Mint est présent. Hop. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir s'arrêter, hein. Ça a été rapide cette semaine. Moins d'1h30, c'est bien. Je parle moins. Non, non, surtout n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Ah, il semble y avoir une question. Je t'écoute, Matt. Ah, sur l'histoire de Vivendi. Bah, sur Vivendi, oui, effectivement. Alors, c'est intéressant dans le sens où la musique a fait le travail du jeu vidéo un peu avant. C'est-à-dire l'univers de la musique, c'était un univers où c'était très physique, qui s'est digitalisé, et dans sa digitalisation, il a fait aussi d'autres mues, et il est allé vers l'abonnement. Vous avez ça dans le jeu vidéo, mais à retardement, et sur un secteur beaucoup plus gros. Donc comme c'est plus gros, le switch se fera beaucoup plus lentement. C'est normal parce que c'est beaucoup plus gros et aussi parce que
La technique est pas la même. Sur la musique, c'est très facile de streamer de la musique, c'est beaucoup plus difficile de streamer du jeu vidéo, mais c'est du coup très intéressant de surveiller comment il y a eu dans l'univers de la musique et qui a gagné dans l'univers de la musique, parce que ça peut vous donner un bon proxy pour étudier l'univers du gaming. C'est-à-dire, ce qu'on a vu dans l'univers de la musique, c'est que les gens se sont resserrés, les tout petits acteurs ont disparu, sauf quand c'était des acteurs de niche, vraiment spécialisés dans certaines musiques, mais entre guillemets, sinon, il n'a survécu que certains acteurs, et les plus gros acteurs ont pris énormément de parts de marché, et Vivendi a vraiment, voilà, avec UMG a pris une part de marché colossale, et il est possible que dans le jeu vidéo il y ait des acteurs, alors je pense pas qu'il y ait un acteur qui arrive à prendre plus de 50% du marché, mais il est possible qu'il y ait des acteurs qui vraiment voient leur part de marché beaucoup augmenter dans le temps et fassent des acquisitions assez agressives comme ça. Après, dans la théorie de Bolloré, Bolloré c'est un mécano. Donc c'est très compliqué le problème des mécanos, parce que en fait quand vous êtes sur un mécano boursier, vous savez jamais vraiment quand l'autre va activer son mécano ou va pas l'activer. Et les avantages que vous avez à un mécano, ils sont multiples. Les avantages que vous avez à défaire un mécano, ils sont multiples aussi. Mais chaque acteur a ses avantages, ses inconvénients et tout. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Bolloré, il s'est permis d'acquérir Vivendi pas très cher. Il a fait rentrer du cash, il a racheté des actions, il s'est assuré d'être le chef. Et maintenant, il va soustraire la partie musique, qui est vraiment la partie qui a le plus de valeur de Vivendi, qui va transférer dans Bolloré, donc dans son giga groupe qui contrôle beaucoup plus, avec beaucoup plus d'importance. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec le reste de Vivendi, je pense qu'il va essayer de faire un mécano nouvelle génération autour des médias. Donc les médias, effectivement, je pense que ça, il y a des moyens, il y a des choses à faire dans les médias. Il y a beaucoup de choses à faire. Du côté de la famille Bouygues, on n'a jamais eu de volonté d'internationaliser TF1. On a même plutôt vendu les actifs internationaux. On a très mal digitalisé le groupe. On a racheté au féminin au mauvais moment. On n'a pas fait les bons calls au bon moment. Chez M6, vous avez plutôt un actionnaire qui est allemand avec Bertelsmann, qui est un Allemand qui a jamais voulu aller au bout de son mécano. C'est-à-dire les géants du média allemand ont jamais voulu intégrer complètement leur cible. Ils ont toujours laissé leur cible de côté. Ils étaient actionnaires majoritaires, mais ils sont jamais allés jusqu'à la fin. Et donc vous n'avez pas de grands groupes médias en Europe vraiment qui s'imposent. Et peut-être c'est ce que va faire entre guillemets Bolloré avec Vivendi, mais pour pas offrir la partie audio et la partie musique aux gens qu'il va acquérir, il soustrait la partie musique, il va rester que la partie vraiment business média, et avec cette partie là il va commencer à faire des acquisitions et tout. Ils ont déjà commencé avec Canal+, et c'est vrai qu'ils pourraient faire des échanges d'equity de façon beaucoup plus importante, puisque le problème c'est qu'en ce moment, comme il juge Vivendi des côtés, s'il fait des échanges d'equity pour acheter des acteurs du média, bah en fait il va offrir aux actionnaires de ces acteurs du média de l'audio et de l'UMG, et il n'a pas envie de leur offrir de l'UMG. Donc du coup il était limité. Là c'est vrai que s'il soustrait vraiment la valeur, il sera plus limité, donc il pourra faire un mécano industriel de façon beaucoup plus agressive. Et il est vrai que à l'heure actuelle, vu le tarif dans l'univers de la télé, c'est-à-dire vous payez parfois entre 6-7 fois les bits pour certains groupes, et vous avez des groupes qui ont des fois beaucoup d'actifs, de l'immobilier et tout, vous avez vraiment des capacités à créer un mécano industriel qui est extrêmement important, et à acquérir des briques qui est extrêmement importante. Après, vous avez un problème dans cet univers-là, c'est que vous avez beaucoup de réglementations, et vous n'allez pas acquérir la brique que vous voulez comme vous voulez. C'est-à-dire que par exemple, pour Vivendi, ça serait très intéressant d'acquérir énergie. Il est très peu probable que Vivendi puisse acquérir énergie. Je pense que l'autorité de la concurrence ne permettrait pas. Déjà parce que ça ferait trop de canaux pour Canal+, dans les chaînes disponibles. Il y aurait un problème de concurrence, à mon avis, sur les programmations, ce genre de choses. Et donc ça serait très 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 compliqué. Voilà. Donc c'est pas si simple l'univers des médias, parce que vous avez vraiment une grosse réglementation. Après vous avez une possibilité de Vivendi d'acquérir des actifs un peu ailleurs,
Vous avez beaucoup d'actifs à acquérir dans l'édition. L'édition, c'est un secteur qui a été sous-capitalisé pendant longtemps. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses à faire. Vous avez en Espagne, vous avez Prisma. Ils ont commencé à faire un peu là-dessus. Vous aviez Lagardère qui était un peu à découper et à chercher. Donc quelqu'un qui a une vraie compétence financière peut créer vraiment un vrai mécano intéressant là-dessus. Mais le problème de ça, c'est que vous êtes à la merci du mec qui crée le mécano et il n'a pas forcément toujours la même volonté de garder la valeur à l'endroit que vous voulez. Et ça, pour vous, c'est compliqué. C'est-à-dire que par exemple, c'était pas très intéressant pour les actionnaires de Vivendi d'aller acheter Telecom Italia. Mais Bolloré l'a fait parce qu'il avait à mon avis une vision de coupler la télé et Internet, mais il n'a pas réussi parce que Berlusconi lui a dit non. Donc c'est toujours un peu compliqué parce que vous prenez du risque et c'est du risque où, entre guillemets, vous êtes avec des tycoons et vous savez jamais vraiment comment ça va se passer. Je pense qu'en tant qu'investisseur individuel, c'est une super valeur de rendement Vivendi. Ça sera un super acteur UMG à détenir. Après, je sais pas. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que si vous obtenez de l'UMG et que vous n'êtes pas obligé de le vendre, ça pourrait donner une exposition dollar au PEA, parce que si vous obtenez des Vivendi, il est quasiment certain que l'UMG ira se coter aux États-Unis. Donc vous auriez des actions américaines et potentiellement il faudra voir au niveau de la législation et tout, mais si vous avez une capacité de les garder dans le PEA et que vous comptez pas les vendre, ça peut exposer votre PEA au dollar, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Après, il y a de fortes chances qu'on vous oblige à les vendre si vous les avez dans le PEA, donc c'est à prendre en compte parce que ça va créer une fiscalité. C'est ce qui s'est passé avec les actions anglaises. Hein. Les Anglais sont sortis de l'espace monétaire européen et ça crée une fiscalité. C'est-à-dire, moi je détenais des actions anglaises, il a fallu que je les vende avant qu'ils sortent vraiment, parce que sinon, après, passer en compte titre, donc ça clôturait pas votre PEA, mais ça passait en compte titre, et vous aviez un problème et un risque, effectivement, parce que vous déclenchez une plus-value à un moment où vous n'avez pas forcément envie de la déclencher, et dans une enveloppe qui vous avantage pas forcément. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a Alors, comment analyser le périmètre post-Covid d'une société dans laquelle les jeux ont bien marché pendant le Covid? Alors, il faut segmenter les joueurs en fait. Si vous avez beaucoup ce qu'on appelle des joueurs casual, donc c'est des joueurs occasionnels, vous avez un risque effectivement qu'il y en ait pas mal qui partent après le Covid parce qu'ils ont moins de temps pour les jeux, qui préfèrent aller dehors, aller au ciné, ce genre de choses. Donc ça, c'est un risque. Après, c'est compensé par le fait que le trend de base du gaming, avant la crise, il était déjà en hausse. Donc vous avez de plus en plus de gens qui jouent. En fait, vous avez un phénomène intergénérationnel. C'est-à-dire qu'en fait, les générations au-dessus de la mienne, vous avez un pourcentage de joueurs qui est très faible. Et en fait, plus le temps passe, plus les générations, entre guillemets, se recyclent. Donc les jeunes deviennent un peu moins jeunes et tout ça. Et en fait, vous êtes sur des générations qui ont joué aux jeux vidéo, qui continuent à jouer aux jeux vidéo. Les jeunes jouent toujours autant aux jeux vidéo. Mais en fait, les un peu plus vieux jouent beaucoup plus qu'avant. Et en fait, ça permet au marché total de s'agrandir de manière assez considérable. Et ça, c'est un phénomène qu'on va encore voir pendant minimum 30-35 ans. Hein. C'est vraiment un phénomène de long terme qui se met en place sur une industrie qui est nouvelle, qui a pris beaucoup d'importance, et ça vous prouve aussi que l'importance qu'a pris le jeu vidéo, même si ça peut paraître démesuré à l'heure actuelle, ça le sera beaucoup plus dans quelques années. Parce que effectivement, voilà, toutes ces générations, quand moi j'aurai 50 ans, je continuerai à jouer aux jeux vidéo. Les générations de maintenant, des gens qui ont 50 ans, il y en a peu qui jouent vraiment de façon importante aux jeux vidéo. Il y en aura beaucoup plus dans ma génération et tout. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle parce que ça compense un peu justement ce gain que vous avez avec le Covid. Voilà. Donc la valorisation trade parce que les tests, machin. D'aubaine, il y a un effet d'aubaine sur les pour... Alors... L'effet d'aubaine, oui, vous avez un effet d'aubaine sur le gaming, comme on l'a dit. Après, l'effet d'aubaine, il est limité justement par ce fait que le marché grossit. Ce que vous avez aussi, c'est que maintenant, quand vous créez des jeux vidéo, vous avez une capacité à les monétiser qui est beaucoup plus forte qu'avant.
Donc ce que vous allez voir aussi, c'est que peut-être si la masse de joueurs diminue un peu les années prochaines parce qu'il n'y a plus Covid, ça ne veut pas dire que le coût par joueur, c'est-à-dire le revenu par joueur va pas monter et compenser ça. Je pense qu'on va pas voir la croissance de cette année l'année prochaine, mais il est quasiment sûr qu'on aura une croissance du marché du jeu vidéo sur un chiffre voilà, euh, assez proche de 10%, mais un peu inférieur, c'est-à-dire 8-9%, là où c'est vrai que cette année on a dépassé 20%, donc il y a eu voilà. Après vous avez autre chose, c'est que les jeux ont tendance à se vendre de plus en plus longtemps, ce qui n'était pas vrai avant. Avant, quand vous aviez un jeu, vous aviez un lancement, c'était fini. Maintenant, en fait, quand vous investissez dans un jeu, que vous avez fait un bon lancement, vous allez alimenter votre back catalogue qui va continuer à se vendre, et c'est un cycle un peu qui se répète. Donc même si on a un peu tendu peut-être les valorisations à cause du Covid, je pense qu'il faut aussi comprendre que ce back catalogue, c'est quasiment que de la marge. Et c'est très rare des secteurs comme ça où vous avez une capacité de créer tout un univers de back catalogue qui vous amène de la marge. Entre guillemets, ça n'existe que dans le secteur culturel et ça existe avant tout dans la musique avec le back catalogue de musique. Voilà, ça existe, mais c'est assez limité. Et vous l'avez après dans le cinéma et dans l'animation, ce genre de choses. Donc ça, c'est un gros avantage. Alors, alors les jeux, Pen International Gaming et International Gaming. Alors ça c'est des sociétés qui font du gaming, mais qui font du gaming entre guillemets, comment dire, du gaming casino. C'est des casinos digitalisés et des jeux d'argent gamifiés. C'est un secteur qui a le vent en poupe. Beaucoup plus qu'avant à cause du Covid, aussi parce que les casinos ont fermé. Et ça, par contre, c'est un secteur où il y a énormément d'opérations cette année. Moi, j'en ai fait quelques-unes cette année, des opérations. Je pense que c'est un secteur qui devient très très cher et où il y a beaucoup de monde qui investit en ce moment. Déjà aussi parce que c'est un secteur où vous avez une très très grosse rentabilité. Vous avez vraiment des rentabilités qui peuvent atteindre 80%, 85%. C'est mieux que le luxe. C'est des jeux d'argent, voilà, classiques. Et vous n'avez pas tout l'univers du casino classique, c'est-à-dire le fait d'avoir un grand bâtiment qui vous coûte cher, de faire des spectacles et tout. Donc vous avez entre guillemets que du marketing. Et puis c'est tout, du marketing. Et puis la création de vos jeux vous coûte pas très cher parce que c'est des jeux d'arcade basiques. Donc vraiment ça, voilà. Et vous avez beaucoup d'acteurs. Et là, ce qui se passe dans ce secteur-là, c'est que vous aviez beaucoup d'acteurs et vous aviez des acteurs entre guillemets en face du client, d'autres qui étaient juste des acteurs technologiques qui apportaient des briques technologiques à certaines personnes et tout. Et vous avez une volonté de certains fonds de private equity de créer des leaders mondiaux dans ce secteur-là et donc ils se rachètent les uns les autres et ça fait beaucoup bouger le secteur. Après moi j'ai toujours un problème avec ça, c'est qu'on tend les valorisations, comme c'est des boîtes qui sont très rentables, on fait ces opérations en levant beaucoup de dettes. Et le problème, c'est que quand vous êtes une boîte qui est très rentable, que vous levez beaucoup de dettes dans un univers comme ça, bah vous avez un risque d'aller un peu trop loin et de finir par vous casser la figure. Donc après, sur Pen International Gaming, j'ai pas étudié en profondeur cette boîte, donc je pourrais pas dire. Et sur International Gaming non plus. Mais je sais quel est leur secteur. Voilà, j'ai pas étudié les boîtes en détail. Moi, pour tout vous dire, j'ai fait des bons investissements sur une boîte qui s'appelle Nlabs, qui est un peu dans le même secteur. Voilà, donc c'est intéressant. Vous avez eu beaucoup de mouvements en Angleterre cette année sur ça. Beaucoup, beaucoup. Et après, vous avez un autre secteur qui évolue beaucoup en ce moment dans l'univers justement du jeu d'argent et tout, c'est ce qu'on appelle le fantasy sport. Donc ça, le fantasy sport, c'est la même chose. Il y a des gens qui essayent d'avoir une certaine taille. C'est en fait, au lieu d'aller parier sur le match Lyon-Monaco en disant Lyon va gagner avec 4 buts, et soit c'est vrai, soit c'est pas vrai, donc soit vous gagnez, soit vous perdez tout. Ben, en fait, dans le fantasy sport, c'est un peu différent. Vous avez des systèmes de ligue où c'est gamifié, vous allez dire je pense que Lyon va gagner son match avec 4 buts d'avance et tout. Si vous avez raison, ou si vous avez à moitié raison, ce genre de choses, ça va vous donner des points qui vont vous faire monter dans une ligue, entre guillemets, c'est pour ça qu'on appelle ça le fantasy sport, et à la fin, en fait, ce que vous avez, c'est que vous avez payé pour rentrer dans cette ligue, et à la fin, les gens se partagent le pot de cette ligue, et ceux qui ont marqué le plus de points, mais ils obtiennent le plus d'argent. Et ça, c'est un secteur qui
vraiment en grande innovation. Vous avez beaucoup d'acteurs comme ça aux États-Unis qui sont connus. Vous avez FanDuel, ce genre de choses. Voilà, vous avez beaucoup d'acteurs. Et ça, vraiment, c'est aussi un secteur qui bouge beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute la théorie, c'est que plus le pot est grand, plus vous allez attirer des joueurs. Donc en fait, tous les acteurs, ils essayent d'avoir un gros pot et donc d'attirer beaucoup de joueurs pour faire des ligues à 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions. Moi, j'ai déjà vu des business plans avec des gens qui disaient qu'ils voulaient aller vers 10 millions la ligue ou ce genre de choses. Et là, vous allez attirer beaucoup de monde, vous allez attirer beaucoup de personnes. Et en fait, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez répartir les lots par rapport à votre place dans la ligue et vous avez moins ce système de soit vous êtes gagnant, soit vous êtes perdant, qui est un peu limitatif au jeu d'argent classique. Voilà. Donc ça, c'est un secteur à très bien à regarder. Je vous invite, hein, par exemple, je vais vous donner le nom d'un acteur. Il y a un acteur qui s'appelle Scoot Gaming, qui est coté en Norvège, qui est dans ce secteur. Il y en a d'autres. Voilà. Euh, mais encore une fois, le problème de ces acteurs-là, c'est que c'est des acteurs vraiment dans une phase vraiment au tout début de leur vie, hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est difficile de dire qui va être l'acteur leader du fantasy sport et tout. Donc vraiment, faut très bien étudier les valeurs, les suivre les gens, suivre les ligues, voir combien de gens s'inscrivent, voir combien de gens les suivent sur les réseaux sociaux. C'est un vrai travail à faire, hein. Vous pouvez pas vous dire je vais acheter tel acteur, je vais mettre 50% de mon capital dessus et ça va marcher. Non, 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 non. C'est un bon secteur, mais on n'est pas capable de dire qui va être le gagnant et qui va être le perdant encore. Voilà. Alors, des jeux en réalité virtuelle. Alors, les jeux en réalité virtuelle, c'est des jeux qui progressent. Effectivement, Oculus, c'est un casque de réalité virtuelle. Alors ça, c'est un peu différent. C'est pas vraiment des consoles à proprement parler. C'est vraiment des outils en plus. Après, c'est une manière de jouer qui est totalement différente, qui prend de l'ampleur, surtout sur PC, parce que c'est souvent du matériel qu'on ajoute au PC, un peu au téléphone, mais vraiment la plupart des jeux maintenant c'est vraiment des jeux PC. C'est une manière de jouer vraiment unique et qui est très très intéressante. Après vous avez des limitations à ça, c'est-à-dire que vous pouvez pas jouer longtemps parce que c'est assez lourd, ça peut faire mal à la tête, ça peut. Mais par contre vous avez aussi d'autres avantages, c'est-à-dire que tout le côté voilà le côté jeu que vous avez avec l'Oculus et tout, vous avez une capacité de l'amener dans l'univers professionnel après qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que vous avez par exemple, c'est connu, vous avez des sociétés qui font des jeux vidéo sur Oculus et qui travaillent à des serious games pour les médecins ou pour ce genre de choses, parce que vous pouvez mettre votre casque et vous pouvez simuler totalement une opération avec un casque Oculus et vraiment être au plus près de ce qu'on peut faire avec la médecine entre guillemets, l'apprentissage de la médecine informatisée. Et vous avez aussi du coup une capacité de répéter les choses qui est beaucoup plus simple. Ça coûte moins cher que d'avoir des cadavres, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est très intéressant. Et vraiment, il faut bien voir que les acteurs qui sont actuellement sur la réalité virtuelle, ils ont vraiment cette vision-là. Ils sont pas uniquement sur le gaming, mais ils ont une vision de la réalité virtuelle qui est totalement ancrée sur plusieurs secteurs. Et donc ils emmagasinent des compétences et tout pour gagner de l'argent sur plusieurs secteurs. Oui, j'avais compris que c'est de International Game Technology. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il me semble que. Alors, mon avis sur Median. Ah bah alors, moi, je peux pas donner mon avis sur Median. C'est une société qui est conseillée dans NTI Europe. Donc voilà, les gens payent pour avoir l'avis, enfin pour avoir le dossier. Donc je ne donnerai pas d'avis sur Median. Et j'évite de donner mes avis sur les sociétés françaises. Je donne volontiers sur les sociétés américaines parce que c'est un peu plus ou les trucs un peu plus folkloriques. Encore une fois, hein, toutes les sociétés que je cite, je vous encourage pas à les acheter. Hein, c'est ni des recommandations d'achat ni des recommandations de vente. Hein. Prenez toujours conseil auprès d'un mec spécialisé et agréé par l'AMF. Hein. Les acteurs du fantasy sport, bah, j'en ai dit, hein, vous avez FanDuel, vous avez Scoot Gaming, vous en avez pas mal aux États-Unis. Voilà. Après, ça dépend, ça vaut cher, ça vaut très très cher, surtout aux États-Unis. C'est vraiment de la construction en cours et vous avez des acteurs qui amènent beaucoup de cash, des dilutions très importantes sur les sociétés, voilà.
c'est fréquent. Les vraies boîtes de fantasy sport qui sont sur les marchés américains et tout, elles ont fréquemment des dilutions de 20 à 25%, quasiment tous les ans, parce que il faut s'installer sur le secteur, il faut détruire les autres, et il faut être l'acteur qui va rester. Et c'est toujours difficile de définir quel est l'acteur qui va rester. Quand vous êtes vraiment dans un nouveau marché comme ça, je vous encourage toujours à essayer de panacher un peu sur les acteurs. Même si vous pouvez avoir une conviction un peu plus forte pour un acteur, essayez toujours de panacher parce que c'est toujours un peu difficile de savoir qui va être le dernier ou qui va pas l'être. C'est un peu comme sur les VTC. Sur les VTC, à un moment, vous en aviez beaucoup. Alors, c'était pas dans le côté, mais c'était dans le non-côté. Mais c'était difficile de savoir est-ce que c'est Uber qui va gagner, est-ce que c'est machin truc, est-ce que c'est X bidule. Maintenant, tout le monde vous dirait c'est Uber. Oui, mais à l'époque, il y a 5-6 ans, on pouvait penser que Uber avait un peu d'avance. Mais est-ce que c'était vraiment celui qui allait être le leader? C'est pas sûr. Donc c'est toujours un peu compliqué, vous n'êtes jamais sûr de qui va gagner et de qui va perdre, donc je vous encourage toujours à un peu panacher quand vous êtes comme ça. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Ah oui, pour est-ce que ça peut booster FB l'Oculus? C'est une toute petite part de Facebook. C'est vraiment de la diversification chez Facebook. Est-ce que ça peut devenir une grosse business unit? Oui, mais il faut bien comprendre, hein. Dans la stratégie de ces géants, c'est quoi? C'est je vais pas rater un nouveau segment de marché. Donc le segment de marché de Facebook, c'est Internet. Et ils se disent si un jour on arrive dans un univers où les gens ils préfèrent être virtualisés dans un monde nouveau et qui vont faire leurs interactions sociales là-dedans et qui n'utilisent plus Facebook, mais qui sont dans un internet un peu en mode 3D où on y va avec des avatars et tout, ils voulaient y être. Et pour y être, ils avaient aucune autre manière, enfin pas de meilleure manière que d'acheter quelqu'un qui s'y connaissait. Donc ils ont acheté Oculus à l'époque et c'est un très bon achat. Donc il faut bien comprendre, voilà, ces acteurs-là, ils essayent d'investir dans des technologies pour être sûrs de ne pas rater le switch qui rendrait leur compagnie non efficiente et qui rendrait leur business complètement mort. Donc vous n'allez pas forcément chercher vraiment que des business qui vont réussir. Ce que vous allez chercher, c'est que dans ces acteurs, c'est qu'ils ratent jamais une innovation et qu'ils soient à la pointe tout le temps. Et vous le voyez dans Amazon. Amazon investit dans beaucoup de secteurs et beaucoup de fois ils se plantent. C'est pas grave parce que ce que demande aux investisseurs Amazon, c'est d'essayer d'investir dans tous ces secteurs-là pour pas rater une innovation majeure et justement pour pas qu'il y ait quelqu'un qui les dépasse. Bon bah là chez Facebook c'est un peu la même chose, chez Microsoft c'est le même système, chez Alphabet c'est le même système aussi. Donc voilà, vous avez ce même système partout. Après, c'est pas parce que vous investissez beaucoup dans une nouvelle technologie que vous allez en être le gagnant. La preuve, vous avez beaucoup de secteurs où des gens ont beaucoup investi et ça a donné lieu à des nouveaux géants et ça n'a pas été capté par les anciens. C'est-à-dire que typiquement, les réseaux sociaux, ça n'a ni été capté par Apple, ni été capté par Microsoft, ni été capté par Google. Et les réseaux sociaux, bah, ça a été fait. Maintenant, il y a d'autres innovations. Voilà, on peut dire, il y a les applications de rencontres. Beaucoup vous diraient les applications de rencontres, ça aurait pu être accaparé par Facebook. Et finalement, vous avez Bumble, vous avez Tinder, et c'est des entreprises dédiées qui sont accaparées par personne. Donc, c'est pas parce que vous investissez beaucoup que vous allez forcément réussir à vous assurer de ne pas rater un changement de marché. Mais vous réduisez votre risque. Et au niveau de cash, au niveau de compétences, au niveau de tout ça de ces GAFA, ils essayent de réduire le risque. Ils savent que c'est des boîtes comme les autres qui vont mourir un jour ou l'autre, mais leur but c'est de mourir le plus tard possible. Voilà. Et pour ça, ils font attention à ce qu'ils font. Voilà. Mais voilà, c'est à peu près tout. Je pense que ça répond bien. Il y a d'autres questions ou pas? S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là, hein. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions sur le marché aussi, on peut en parler vite fait. Alors, je vois.
Quand est-ce que le marché va-t-il enfin corriger? J'en sais rien. Je, j'aimerais bien vous dire que je le sais, mais ça serait devin. Moi, je sais une chose, c'est que depuis que je suis né, le marché monte. Et il y a des moments où il corrige un peu. Mais quand on investit comme moi sur des bonnes compagnies, on cherche pas la correction. On investit sur des bonnes compagnies, on cherche des bonnes compagnies et c'est tout. Moi, je fais du basique, hein. J'étudie des marchés, j'étudie des compagnies. Je fais pas de graphique. Je comprends la construction des marchés et c'est tout, mais j'essaie jamais d'anticiper les corrections de marché, les explosions de marché. Vous avez des gens bien meilleurs que ça, il faut beaucoup de données pour réussir ça, hein. Ne serait-ce qu'on a beaucoup parlé du short squeeze de GameStop, mais pour pouvoir analyser le short squeeze de GameStop, investir au bon moment, avoir toutes les données et tout, ça vous demanderait, ça demandait vraiment d'avoir accès à certaines bases de données professionnelles, d'être vraiment, c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire en tant que particulier facilement, hein. C'était vraiment, faut être spécialiste de la construction de marché pour réussir à comprendre et surtout à être là au bon moment pour en profiter. Donc je pourrais pas vous dire quand est-ce que le marché va corriger. Ce que je sais, c'est que effectivement il y a des zones de marché un peu chères où il y a un peu d'exubérance. Il y a des zones de marché où il y a un peu moins d'exubérance qu'avant. Il y aura sûrement une correction. Après, l'importance de la correction, je pense qu'il n'y aura pas de crash colossal. Moi, je pense que les banquiers centraux, ils s'assureront de ça. Ça fait des années qu'ils sont à la manœuvre. Ils ont plutôt toujours bien mené leur barque. Et de toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que si on saute, tout le monde saute. C'est un peu, voilà. Et si tout le monde saute, c'est la fin du monde. Donc de toute façon, les banques centrales, elles inondent et elles ont intérêt à inonder tant que ça, tant que c'est possible et à pas s'arrêter. Et si elles s'arrêtent au mauvais moment ou qu'il y a un problème, ce qui se passera, c'est qu'il y aura une vraie crise et à ce moment-là, il y aura un problème et le problème sera tel que de toute façon, votre idée sera pas de savoir si vous avez du Hermès, du machin ou du truc, hein. Parce que s'il n'y a plus d'échanges, s'il y a une vraie crise et si vraiment il y a un problème de marché colossal, bah on va plus vendre de sacs Hermès, on va avoir du mal à vendre du pétrole. À la limite, il y aura peut-être les sociétés comme Orange et tout, qui sont vraiment des sociétés très recentrées et sur des services ultra basiques qui vont un peu, amortir la crise. Mais une vraie crise, tout le monde souffre, donc ça me paraît peu probable. Après, là, il y a eu beaucoup de bonnes news. Donc je sais que j'ai pas mal de gens qui me disent que par exemple ils pensent qu'il y a encore une vague de hausse de marché qui va arriver et qu'après va sûrement y avoir une consolidation. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Après moi j'ai aucune certitude. Moi je sais analyser que les sociétés, donc je vous conseille d'analyser les sociétés. Si vous savez bien analyser les sociétés, même si vous l'achetez un peu cher, c'est pas grave. Un mec qui a analysé Amazon, qui a compris ce que faisait Amazon, même s'il l'achetait cher en 2005, est quand même vachement gagnant, hein. Un mec qui a acheté Apple, même s'il l'a acheté cher en 2010, il est gagnant. Ce que vous voulez, c'est ça. Cherchez pas à rentrer dans le marché et à sortir du marché au meilleur moment. Ça, c'est un truc, c'est ce que j'appelle, c'est le truc des surfeurs. Vous avez beaucoup de monde qui s'imagine qu'il arrive à le faire. Le problème, c'est que généralement, quand on y arrive vraiment bien, c'est qu'on a eu de la chance. Après, il y a des gens qui arrivent vraiment bien tout le temps. Ils sont très très rares. Ça existe que très rarement. Il y a beaucoup de monde sur ce marché-là. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de monde qui s'imagine trader et qui s'imagine bien réussir à trader. Vous en avez peu qui le sont vraiment. Et c'est beaucoup plus simple d'analyser des sociétés, d'apprendre des sociétés, de savoir, de panacher dans ces sociétés, de trouver des bonnes sociétés. Il y en a plein sur la côte française, des bonnes sociétés. Et quand vous achetez une bonne société, voilà, hein. Comme dirait Warren Buffett, vous achetez une bonne société, vous prenez vos actions, vous creusez dans votre jardin, vous mettez vos actions, vous fermez le trou, et puis vous y pensez plus et vous allez gagner de l'argent. C'est très compliqué à faire. Psychologiquement, c'est vachement compliqué. Parce qu'on voit l'action bouger, on se dit si je l'avais acheté à 80 au lieu de 90, si je l'avais vendue quand elle était à 120 pour la racheter à 100 et tout. Oui, mais ça c'est parce que la bourse c'est le temple des regrets. Il faut vraiment, le plus gros travail c'est vraiment éviter ces regrets-là en bourse, enlever cet aspect affect de qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'ai pas fait et tout, et vraiment travailler sur ce que vous faites, essayer de trouver une certaine stabilité. Et pour ça, je vous conseille vraiment, c'est étudier les boîtes. Quand vous étudiez bien les boîtes, que vous avez des bonnes boîtes, voilà, vous savez où vous allez, hein. C'est quelque chose d'assez basique. Surtout si la boîte, comme vous avez dans beaucoup de boîtes maintenant, ce que vous n'aviez pas avant, c'est la capacité de suivre ces boîtes.
C'est-à-dire maintenant, quand vous avez une boîte qui fait des jeux vidéo, vous pouvez suivre ce qui se passe sur Facebook, sur Google, sur tout ça, toutes ces infos qu'avant les investisseurs n'avaient pas et que maintenant vous avez. Et franchement, c'est de la small data, mais je vous invite à vraiment en tirer parti parce que vraiment ça vous avantage beaucoup. Il y a beaucoup de gens sur Twitter qui vous en donnent gratuitement. Value vous en donne, Totem vous en donne, et Value il vous en donne souvent. Il en a donné par exemple sur Vente Unique, et ceux qui ont acheté du Vente Unique, ils ont fait beaucoup d'argent, et c'était prévisible. C'est-à-dire vous aviez des chiffres de nombre de visites sur Vente Unique et vous saviez que le business il allait exploser, voilà. Donc c'est assez, tout ça c'est des choses que vous pouviez pas voir avant. Et ça, c'est des nouvelles choses et des nouvelles manières d'investir. On vous en parle pas assez. Mais vraiment, c'est un travail à faire. C'est pas un travail qui est forcément long. Si vous savez vraiment comment le chercher, si vous apprenez et tout. C'est un travail qui va être long au début. Mais une fois que vous l'avez fait une ou deux fois, que vous avez appris, que vous avez été lire des choses, c'est beaucoup plus simple. Et après, ça devient un peu automatique et c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Ah, le Bitcoin. Et ben le Bitcoin, je vous annonce qu'il y aura prochainement un gros article dessus. Hein. Enfin, j'ai livré Agora sur le Bitcoin. Voilà. Donc je vous parlerai de ma Tipeee et tout comme j'ai fait l'année dernière. C'est vraiment même chose. Hein. Sur le Bitcoin, je ne traite pas le Bitcoin. Je m'attarde que sur l'aspect technique du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Enfin, je m'attarderai que sur l'aspect technique de ces monnaies et de ces blockchains. Et on va essayer de vous donner des modèles pour faire des valorisations sur ce genre d'actifs. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. Hein. Sûrement en mars, on va sortir ça. Mais j'espère dans pas trop longtemps, parce que le problème c'est que j'écris, on l'a pas sorti, et depuis, le Bitcoin, il a bien monté. Hein. Et quand j'ai mis ma Tipeee, c'était plutôt voilà, au début du mois dernier, non, oui, si, fin du mois dernier. Et là, depuis, on est bien monté, donc j'aimerais bien sortir assez rapidement, parce que sinon, on risque d'atteindre les Tipeee, et voilà, ce serait dommage. Mais là, c'est pareil, hein, sur les cryptos, je vous invite à éviter de les trader. C'est compliqué, ça demande vraiment beaucoup de connaissances. Vous la trouverez pas chez moi. Par contre, vous avez beaucoup de connaissances à trouver au niveau de qu'est-ce que la construction du marché du Bitcoin, quand est-ce que vont arriver les halvings, qu'est-ce que ça va faire ces halvings là, la construction de la blockchain Ethereum par exemple, qu'est-ce que apporte ETH2, ETH3, ce genre de choses. Surveiller par exemple les applications DeFi, ce genre de choses. Bon, tout ça, on en parlera une prochaine fois parce que c'est extrêmement compliqué, mais on fera vraiment un sujet dédié là-dessus, un sommet dédié là-dessus. J'espère le plus rapidement possible pour qu'on puisse vous faire les choses en bien. Et voilà. Plus d'autres questions? Bientôt 19h, donc on va pas tarder à s'arrêter. Je vous laisse 2 minutes s'il y en a d'autres qui ont des questions. Et puis après, on va arrêter. Et ben c'est moi qui vous remercie. Hein. Surtout, n'hésitez jamais avec vos questions. Hein. Vous me dérangez jamais. Soit par mail à la-rédaction-tech @publication agora, enfin agora.fr, soit directement sur Twitter à page Sama. Ça dépend, comme ça vous arrange. Mais surtout, n'hésitez jamais aux questions. Et puis sinon, rendez-vous la semaine prochaine. Hein, puis toutes les semaines à la même heure. Hein. Et puis après, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Vous vous abonnez, vous faites follow, vous créez un compte Twitch, vous faites follow. Ça vous permet d'être tenu au courant quand on fait des lives un peu impromptus. On en a fait la semaine dernière sur l'histoire Natixis, par exemple. Bon, ça c'est intéressant. Parce que voilà, et on essaye toujours de répondre aux demandes de marché, ce genre de choses. Donc si vous avez voilà, des événements de marché qui vous interrogent, de la construction de marché, ou des résultats d'une société, Amazon, Google qui vous intéresse et tout, on peut faire un live là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un petit truc en me disant ce sujet m'intéresse, j'aimerais bien que vous fassiez un live dessus, et on y réfléchira et on vous tiendra au courant. Je vous souhaite une bonne soirée, hein, et merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Bye bye.